Bonjour, Thierry Calfas, formateur à l'EPNL, thérapeute, coach, conférencier et différents autres mandats. De retour pour une nouvelle vidéo qui partira sur le processus de deuil qui est relativement populaire, relativement public, relativement connu par le grand public pour avoir été vulgarisé, étendu à d'autres secteurs que celui de l'accompagnement en fin de vie dans les soins palliatifs. Donc ce processus de deuil, on va l'étendre un petit peu, il a été retouché, remanié, il a été légèrement modifié, mais à la base, la référence, ce sont les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, cette médecin d'origine suisse exilée aux États-Unis, émigré aux États-Unis, qui a travaillé à compiler des milliers de cas de personnes ayant perdu quelqu'un ou ayant perdu l'usage d'un membre, ou enfin le processus de la perte, du choc de la perte, de la séparation, de la rupture, par extension. Au départ, c'était l'annonce d'un décès et la réaction de l'entourage. Donc, on va partir de ce modèle au départ, et j'aimerais faire un petit clin d'œil à ce qui reste encore derrière moi sur le flipchart, une précédente vidéo qui parlait donc du SAS, sortir d'une situation problème, passer à une situation nouvelle, une situation voulue, et l'intervalle, la traversée de ce SAS avec le fameux point d'acceptation. C'est surtout celui-ci, le passage 2-1-2-2, qui correspond à un point d'acceptation dans le processus que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc petit clin d'œil au SAS, on peut parfois relier les deux explications, les deux approches. Donc pour repartir de ce que tout un chacun a déjà plus ou moins entendu un jour ou l'autre, donc on part du principe qu'il y a un choc de perte, un choc de perte, de séparation. Alors vous pouvez avoir de multiples situations. Partons d'abord du deuil, puisque c'est un processus dit de deuil. Ce qui a été observé, c'est le modèle qui le dit, qui est bâti comme ça, à l'annonce d'un décès, la plupart des humains, toutes catégories confondues, ont tendance à dire non. L'impact de la nouvelle provoque d'abord un non. Non, non, c'est pas possible, non, c'est pas vrai, non, 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 non. Le déni, selon, est assez vite suivi de ce que l'on appellera bargaining, ce que l'on appellera la phase de marchandage, de négociation. Mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais comment, mais non, mais on peut encore faire quelque chose, mais quoi, une phase de négociation, tout ça assez rapidement. Et cette phase de négociation, en 3, est assez rapidement suivie d'une phase de colère. Mais c'est, je resterai poli, mais c'est impensable, mais c'est injuste, mais qu'est-ce que c'est que cette vie, mais qu'est-ce que c'est que ce monde, mais non, mais comment, mais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, mais on aurait pu empêcher ça, mais qui n'a pas fait son... Une phase de colère, mais de colère désespérée. Il y a du désespoir derrière tout ça. Et quand on observe ces 3 premières étapes, à l'annonce de la mauvaise nouvelle, en fait, c'est 3 déclinaisons de non. Non. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je dis non à cette nouvelle qui me terrasse, qui me bouleverse, qui me traumatise. Je dis non. Mais il y a bien un moment... Alors, l'ordre n'est pas systématiquement le même. On va dire qu'il y a un standard, mais les gens peuvent déjà être en colère tout de suite à l'annonce de la nouvelle. Les gens peuvent commencer à marchander tout de suite. Peu importe. Ces 3-là sont intermêlés. Mais tout ça, ce non, pour éviter l'évidence, eh bien si, mais si, et pourtant, si, c'est pour éviter d'arriver ici, parce que là, il n'y a plus de barrage à la tristesse qui va submerger tel un raz-de-marée, tristesse ou déprime, déprimé au sens physique du terme, comme une dépression atmosphérique. On n'est absolument pas en psychopathologie, on n'est pas dans la... Bien sûr que certains enclenchent une dépression réactionnelle, mais vraiment déprimé
déprimé par la nouvelle, terrassé, vos forces vous quittent, vous n'avez plus envie, vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez plus bouger. On observe assez souvent quand même les mêmes réactions. Donc là, ce n'est pas encore dire oui, mais c'est ne plus pouvoir dire non. Et quand on arrive ici, alors nous sommes inégaux selon nos trajectoires de vie, nos croyances, nos expériences précédentes. Là va s'enclencher un processus que d'aucuns définissent comme étant la vraie phase de deuil, enfin la phase de deuil. Ça va prendre un temps X, on ne sait pas. Des semaines, des mois, pour certaines personnes, des années. Et chemin faisant, alors je ne sais pas combien de temps ça prend, c'est là qu'on va retrouver le point qui fait le parallèle avec le passage 2-1-2-2 dans la vidéo du SAS. Là, il y a un moment où c'est accepté, c'est intégré. Et là, cette phase d'acceptation, graphiquement, permet d'envisager une remontée. Alors tout ça est symbolique bien sûr, on pourrait le faire comme une montagne à franchir et puis gravir les étapes de ce sommet inaccessible et pouvoir enfin redescendre pour passer de l'autre côté. Question de représentation graphique. Mais ici, pardon si je tourne le dos, on va appeler ça la phase de résilience. Pour prendre un terme qui est relativement reconnu aussi, une phase de résilience, une phase de rebond, une phase de retour à quelque chose de fonctionnel sur le plan psychique, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'ici les gens ne continuent pas à fonctionner. Beaucoup vivent un deuil, reprennent le travail la semaine suivante, continuent à procéder. On va dire que ce schéma correspond à quelque chose qui se travaille à l'intérieur, qui se travaille au fond de soi. Et maintenant, moi j'ai une déclinaison particulière de ce processus. Donc, on était sur le deuil, la perte, l'annonce d'un décès. Mais maintenant, déclinons ça à tout ce que la vie comporte comme mauvaise nouvelle. Le téléphone sonne, oui, allô, vous êtes viré. Bon, généralement par téléphone, c'est peu recommandé. Ou alors c'est par courrier, ou par email, ou c'est une convocation. Voilà, on arrive. De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Écoutez, voilà, restructuration, blabla, compression de personnel, blablabla, manque de budget, blablabla. Nous devons nous passer de vos services, vous êtes licencié. Mais comment? Non, mais comment? Mais pourquoi? Mais non, c'est pas possible. Alors la colère, selon qui est en face de l'un ou de l'autre, la colère est parfois contenue, réprimée, mais on va retrouver quand même un petit peu ce processus dans ces grandes lignes. Prenez maintenant un exemple à connotation affective. Écoute, faut qu'on parle. Donc on est en situation de couple. Oui, voilà, asseyons-nous, qu'est-ce que tu voulais me dire? Écoute, je crois que c'est fini, je crois que je vais te quitter. Vous êtes viré, je te quitte, je ne sais pas, un tel est gravement malade ou une telle a eu un accident. Enfin, on est dans le registre des choses qu'on n'a jamais trop envie d'entendre. Maintenant, il y a même des processus de deuil pour sortir un petit peu des grosses mauvaises nouvelles, des processus de deuil que je n'ai pas envie de qualifier de mineurs. Mais moi, j'ai vu des gens enclencher ce genre de processus sans aucun humour particulier à cet égard. Leur voiture lâche, c'est une voiture avec laquelle ils ont fait des trucs superbes, des beaux voyages, des jolis déplacements, des chouettes week-ends. Ils faisaient corps avec leur voiture, allez savoir jusqu'où vont nos attachements parfois. Et voilà cette voiture qui rend l'âme et qui ne veut absolument plus rien entendre. Et le garagiste vous dit, écoutez, je veux bien vous la garder, mais on ne va pas vous laisser repartir avec, il faut penser à changer de véhicule. J'ai vu des gens, peu bien. Vous perdez un portefeuille rempli de vos cartes, des choses importantes, ou un trousseau de clés. Alors, on ne va pas enclencher un processus intégral de ce type-là, mais d'abord on est là, non, c'est pas possible, non, mais j'ai pas fait ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, etc. Attends, mais bon sang, on marchande avec soi-même, on se met en colère, mais quel imbécile, mais bon sang, mais pourquoi est-ce que je ne me souviens pas? Je pense que si l'on essaye de juste balayer du regard la vie de tous les jours de tout un chacun, combien de fois
combien de fois peut-on se retrouver? Alors on ne va pas faire une déprime particulière en ayant perdu son porte-monnaie ou ses clés ou quoi que ce soit, mais il faut quand même traverser ce petit moment d'agitation interne. Ça, c'est pour dire jusqu'où ça peut se décliner. Moi, quand j'accompagne des gens qui semblent insatisfaits de leur manière d'aller vers un objectif, qui n'y sont toujours pas, qui peinent à y arriver, qui reportent, qui repoussent, je me rends compte souvent que quelque chose n'a pas été accompli en termes de deuil. Alors oui, c'est un mot, des gens n'aiment pas l'entendre, mais on pourrait intituler ça autrement. Se détacher suffisamment correctement de ce que l'on laisse derrière soi pour pouvoir entamer, commencer, démarrer correctement ce vers quoi on prétend vouloir aller. Donc c'est un peu une marche en crabe. Je tiens encore un peu trop à ça, mais en même temps je voudrais aller carrément vers ça. Mais ça se voit, on le fait vivre dans le corps des fois quand on demande aux gens de s'accrocher à quelque chose et puis d'y mettre les deux mains. Parce que dès demain, il faudrait que ça change. Donc, il y a très souvent quelque chose de l'ordre d'un deuil qui n'est pas totalement accompli, qui n'est pas totalement terminé. Et ça, c'est ce qui me fait faire mon rajout à ce processus relativement connu maintenant. Moi, je métaphorise ça avec, là en bas, un bocal, une espèce d'aquarium, dans lequel nage un petit poisson, pas très gai. Et puis, ce petit poisson, bah, oui, c'est le bocal de la déprime, c'est le bocal du processus de deuil, c'est un peu un pot d'encre, son bocal. Puis le petit poisson, par moment, il en a marre de tourner dans ce goudron, il est un petit peu déprimé, il en a vraiment assez, il en a ras-le-bol. Et le comble pour un poisson, il va essayer de sauter hors du bocal pour prendre un petit peu l'air. Paradoxe pour le poisson. Mais ce qu'on voit très souvent, c'est que quand le petit poisson va essayer de sortir un peu du bocal pour voir où il en est, où ça va, il a tendance à venir refaire un déni. Et il recommence au début. Il a tendance à refaire un marchandage. Et ça va recommencer au début. Il a tendance à se refaire une colère. Et il va recommencer au début. Bref, le petit poisson va sauter hors de l'aquarium, mais comme il est encore orienté là, ce qui s'est passé, il est orienté passé, il a peu de chances de sauter du bon côté. Et ça, c'est fatigant. Et ça, c'est encore surdéprimant de chaque fois devoir réenclencher le processus. Donc, il est intéressant pour le petit poisson de faire le point sur où il en est. Ça vous donne une idée, par exemple, ces ruptures de couple qui n'en sont jamais. On annonce que c'est terminé, on annonce qu'on ne passera plus de temps ensemble, etc. Alors, peut-être pas les deux, mais en tout cas un des deux du couple. Non, mais c'est pas possible, mais on peut pas s'arrêter là, non, mais quand même, mais il faudrait qu'on discute, on n'a quand même peut-être pas tout envisagé, peut-être qu'il reste encore cette phase de marchandage. Et si l'autre est déjà bien plus avancé là ou là, ouais, mais non, mais c'est injuste, mais j'ai pas eu ma chance. Voilà, ça donne quand même très souvent, et dans le sas de la vidéo précédente, on peut dire que les personnes reviennent exactement dans cette zone 1 qu'ils voulaient absolument quitter, et ça donne des allers-retours. Dans le sas, c'était un petit peu ce moment où on tourne en rond, ça donne des allers-retours qui font que le processus n'évolue pas aussi naturellement, aussi structurellement qu'il le devrait. Ça fait durer un petit peu plus que ça ne devrait la phase intermédiaire. On peut prendre ça aussi lorsque quelqu'un a décidé de quitter un emploi, mais ça ne se passe pas comme prévu après, ou alors il y a un entre-deux, et puis les regrets, les remords, les flûtes, il y avait quand même 2-3 trucs qui allaient bien, ah, j'aurais peut-être dû rester, etc., etc. Donc ce processus, c'est également une cartographie quand elle est proposée aux gens qui viennent chercher un accompagnement. On leur en parle, on leur expose la chose, et assez régulièrement, les gens disent « Ah oui, mais ça c'est très très clair, moi je me sens complètement ici, ou je me sens assez proche d'ici, mais je n'y arrive pas, ou je suis encore là-dedans. » C'est toujours un support qui permet aux gens de se projeter
sur l'une des étapes qu'ils reconnaissent. Et encore une fois, comme on décrit, on trace l'entier du processus, ça leur permet aussi de se projeter dans ce qui se passera après et de pouvoir les accompagner exactement à partir de là où ils en sont jusqu'à là où ils aimeraient arriver. À propos de cette histoire de rupture dans la dynamique du couple, lorsqu'une personne annonce à l'autre « c'est fini, je te quitte, je pars », je pense que c'est terminé, enfin il y a mille et une manières de le décliner, mais ça veut dire la même chose, c'est fini. N'oublions pas que il y a deux personnes. Il y a celle qui dit que c'est fini, et il y a celle qui l'apprend. Celle qui dit que c'est terminé, peut-être que ça lui a pris des jours, des semaines, des mois, certaines m'ont dit des années, le processus est comme déjà accompli. La personne qui annonce que c'est fini, elle a fait son processus. Par contre, elle va asséner la nouvelle à l'autre qui s'y attend plus ou moins ou qui ne s'y attend pas, et là, le choc. Et la personne qui apprend la nouvelle va enclencher ce processus. Et ce qui est intéressant, c'est que fait la personne qui a annoncé, donc qui a déjà pris de l'avance. Elle va se retrouver face au déni, ou il va se retrouver face au déni, au marchandage, à la colère, à ces boucles répétées. Et la question est souvent, mais que dois-je faire? C'est quand même difficile, j'aime pas la voir dans cet état, je n'aime pas le voir complètement déprimé, ça m'inquiète quand même un peu. Et là, les gens nous demandent souvent, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois quand même rester. Ça donne aussi ces séparations qui n'en sont pas. On avait donné il y a quelque temps un petit webinaire qui s'appelait l'histoire de la fin d'une histoire. Il y a ces histoires qui ont bien du mal à se boucler parce que la personne qui a annoncé qu'elle s'en va, quand elle voit dans quel état elle met la personne qui reste, allez donc chercher un petit peu tout ce qui est culpabilité, remords, etc. Chantage affectif, Dieu sait tout ce qu'on peut trouver. Et cette personne ne va pas vraiment oser s'en aller, suivre sa route, suivre son chemin, assumer sa décision. Elle va rester. Et en restant, on est dans le sas, on est dans ce no woman's land, ce no man's land, où c'est dit, mais c'est pas encore fait. Et ça se fait difficilement parce que ça se redit encore autrement. Bref, c'est flou, c'est amalgamé, c'est confusionné, c'est tout sauf ce que les gens aimeraient faire lorsqu'ils mettent fin à une histoire. Donc la personne qui annonce aimerait continuer sa route, et la personne qui subit est interrompue dans sa route. Donc à la question c'est quoi ce qui serait le mieux de faire, est-ce que je l'accompagne quand même un peu, est-ce que je reste quand même par là, est-ce que je rediscute, ou est-ce que l'individu doit trouver son autonomie et faire son processus de digestion? Parce que toutes les expressions que vous entendez métaphoriquement dans ce genre de situation, ça ne passe pas, ça me reste en travers, ça me pèse, j'arrive pas à avaler ça, j'ai du mal à digérer la nouvelle, c'est quand même assez digestif. Donc est-ce que si quelqu'un reste là pour rediscuter de ce truc désagréable qui a été avalé, est-ce que la personne qui reste par là facilite le processus de digestion, ou est-ce qu'elle le ralentit, est-ce qu'elle l'altère? La question reste ouverte. Je dirais que lorsqu'une personne prend la décision de partir, elle assume cette décision, elle continue son chemin de vie. Alors il y a l'empathie, il y a toute l'histoire passée, on ne se comporte pas de la même manière après 6 mois ensemble comme après 25 ans ensemble. Tout est spécifique bien évidemment. Mais nous accompagnons quand même généralement les gens à assumer la nouvelle et à laisser l'autre trouver des moyens différents pour, s'il y a besoin d'accompagnement, pour traverser son processus, pour pouvoir en parler, pour cheminer sereinement, le plus sereinement possible vers l'acceptation, mais pas devenir tout d'un coup cette espèce d'aide qui n'en est pas une et qui risque de faire durer l'histoire qui vient de se terminer. Voilà la parenthèse qui était nécessaire de faire. La personne qui annonce et la personne qui subit, ce sont deux regards différents sur le processus. Voilà pour cette vidéo sur le processus dit de deuil et ses extensions. Je vous retrouverai dans d'autres vidéos, on y reviendra peut-être, je m'y référerai peut-être. En tout cas, merci de votre attention et à une prochaine fois. Post-scriptum. Vous venez de
découvrir un outil, de suivre rapidement quelques étapes d'explication, d'utilisation de cet outil. Si vous le trouvez pertinent, si vous envisagez une utilité future, si ça vous a parlé, si vous l'utilisez pour vous, sachez que vous pouvez l'intégrer dans une pratique professionnelle, vous pouvez le travailler. Il est bien évident que ces présentations étant très rapides, il y a une profondeur à plusieurs niveaux, il y a des applications multiples, il y a du cas par cas, il y a l'utilisation de ces outils, entre autres celui qui vient de vous être présenté, dans le cadre d'un coaching, dans un accompagnement thérapeutique. Vous pouvez l'approfondir, l'utiliser en live, l'expérimenter avec des collègues de formation, l'intégrer à une pratique future, tout ceci en nous rejoignant à l'EPNL lors d'une de nos formations, lors d'un de nos séminaires. Et pour en savoir plus, nous en rajouterons d'autres. Tenez-vous au courant de l'actualité de ces différentes vidéos, des différentes formations, courtes, moyennes, longues. Le lien est toujours sous la vidéo. Restez informés, abonnez-vous. Ce ne seront que des outils pratiques, ce ne seront que des étapes de cheminement vers l'atteinte de vos objectifs, vers différentes réalisations. Notre but à l'EPNL est de fournir aux gens des outils efficaces, des outils pratiques, des outils applicables au quotidien, à intégrer dans son propre cheminement d'évolution ou dans l'accompagnement du cheminement d'évolution des autres. Voici la fin de ce post-scriptum. À une prochaine fois. Au revoir.